Bonjour Monsieur Iken, Bonjour, bonjour Madame Ziani. bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Ben écoutez, avec grand plaisir. Merci à la COVAD. Je suis très très content d'intervenir sur un sujet qui nous tient à cœur et qui permettra de soutenir justement cette dynamique relative à la valorisation des déchets. Un sujet très très important. Tout à fait. On a Youssef Chakor qui nous rejoint tout de suite. Pour rappel, pour nos spectateurs, vous êtes donc Monsieur Badr Iken, directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Et vous portez à cœur au sein de l'Institut les sujets relatifs à l'innovation et à la R&D. Alors Madame Ziani, peut-être en attendant que Monsieur Youssef Chakour nous rejoigne, ben effectivement oui, et je dois dire que depuis quelques années, on constate clairement que lorsqu'on traite de ces sujets relatifs justement aux nouvelles technologies renouvelables, aux nouvelles solutions technologiques, je citerai l'exemple de nouvelles filières telles que la mobilité électrique, eh bien d'un coup on est confronté dès le départ à cette économie circulaire, à des questionnements concernant les matières premières, les batteries qui sont utilisées au niveau des véhicules électriques. On sait que on parle de 400 kg, 600 kg de batteries qui sont installées. On commence à se dire qu'est-ce qu'on va en faire après? Et il faut intégrer ces réflexions dès le départ. Et on commence à constater que c'est des opportunités. Ça va être des opportunités, mais il faut bien les penser dès le début. Donc, il s'agit vraiment de penser aux filières existantes et puis aussi aux filières de demain. Mais je dois dire que à chaque fois qu'on traite d'un sujet, on se rend compte que il faut intégrer la réflexion sur l'économie circulaire et très très souvent ça passe justement par la valorisation de ces sous-produits vers la valorisation de la deuxième vie de ces produits. Donc c'est vraiment continuellement pour nous, on s'est retrouvé confronté à ce sujet. Ça ne n'était pas identifié comme un sujet prioritaire pour nous, mais là clairement au niveau des énergies renouvelables, au niveau de la mobilité électrique, au niveau de plusieurs sujets, l'éco-construction, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, la partie justement intégration de nouveaux matériaux dans la construction, on est confronté à ce sujet de la valorisation des déchets et puis de l'économie circulaire. Donc je suis vraiment aussi très très content de participer aujourd'hui et de partager avec les spectateurs du Global Green Forum de partager ces recommandations importantes qui ont été élaborées dans le cadre d'une étude menée par la COVAD avec plusieurs partenaires et qui a été aussi partagée avec le comité de réflexion pour le nouveau modèle, le comité spécial pour le nouveau modèle de développement du Maroc. Donc je suis désolé, j'ai profité d'un peu du moment, mais je constate que Youssef n'est toujours pas là. Alors qu'il était, il était avec nous en backstage. Ah ben le voilà, le voilà. Youssef, welcome back. Je t'invite à activer ton micro s'il te plaît. Bien sûr. Bonjour Chéline. Bonjour Youssef. Bonjour Bienvenue, merci d'être de retour. Donc pour rappel, Youssef Chakour, directeur général de Kilimanjaro Environnement, également à l'initiative de la start-up innovante EcoGest, qui fait de la collecte, d'ubérisation de déchets. Et puis, au sein de la COVAD, vous êtes président de la commission filière de valorisation. Voilà. Tout à fait. Super, super. Bah, écoutez, messieurs, je remercie le
Global Green Forum pour nous avoir donné l'occasion de parler d'un sujet important. Écoutez, c'est un sujet effectivement qui nous tient à cœur tous autour de la table et ce fut l'une des principales thématiques stratégiques dans le cadre du projet de contribution au modèle de développement en septembre dernier. En sont ressorties d'importantes conclusions, recommandations que je vous invite à parcourir ensemble tout de suite et sans transition. Youssef, excuse-moi, mais est-ce que tu as un deuxième device qui est connecté en même temps? J'ai l'impression qu'il y a un écho de ton côté. Non. Non, ok. Donc alors, Madame Ziani, peut-être je proposerais qu'on désactive nos micros au moment où on n'intervient pas. Je pense que ça va permettre. Effectivement, ça résout le problème. Très bien. Alors donc je vous invite à parcourir avec nos spectateurs les différentes recommandations qui étaient ressorties du projet de contribution au modèle de développement et qui d'ailleurs avait démarré par deux ruptures principales, celle de créer une industrie de recyclage et de valorisation massive et compétitive qui se focalise sur une stratégie d'économie d'échelle bien entendu, et puis de positionner la R&D et l'innovation comme un levier de compétitivité et de différenciation. Ce qui nous a amené au fur et à mesure des différents ateliers de travail et de réflexion à atterrir sur un certain nombre de recommandations et de mesures prioritaires. Je vous laisse, si Ken et si Shakor, parcourir les grandes lignes en tout cas. Et je suis là pour partager avec vous les questions de nos spectateurs. Merci beaucoup, Madame Ziani. Je pense si Youssef est d'accord, je vais peut-être démarrer avec la perspective aussi d'une structure de recherche. Je pense que si Youssef va avoir aussi, bien sûr qu'il a contribué à ce travail, mais il aura également aussi la vision et la perspective d'un entrepreneur très très sensible d'ailleurs à la recherche et à l'innovation, mais qui est encore plus sur l'aval. Et puis je pense que nous on est plus sur l'amont. Et puis c'est important aussi de pouvoir échanger et d'être complémentaires. Alors effectivement, il y a eu de longs échanges très fructueux en intégrant différentes parties prenantes. Que cela concerne des structures qui touchent, comme je l'ai cité, à la recherche au développement en amont, universités, centres de recherche, mais également aussi le monde socio-économique. Et nous sommes arrivés à plusieurs recommandations. Et là, je remercie Madame Ziani, puisqu'on va highlighter quelques-uns. On va highlighter les éléments clés, puisqu'on n'aurait pas le temps de rentrer en détail sur tous les différents aspects, mais le rapport peut être consulté et il est vraiment aussi très très intéressant. C'est une contribution positive à la réflexion aujourd'hui en cours et qui sera bientôt publiée. Donc les mesures prioritaires s'articulent autour de deux sujets clés. Le premier, c'est de responsabiliser un organisme, donc de mandater un organisme ou de créer un organisme qui va s'occuper d'animer cette dynamique relative justement au développement de cette industrie de recyclage, au développement de nouvelles filières pour la valorisation des déchets et qui aurait comme action principale l'identification de projets d'R&D prioritaires et puis également aussi de les accompagner et de les conduire. Le deuxième point et action concernerait la collecte de fonds, parce qu'il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur ce point. Il faut que finalement qu'on essaye d'avoir, je l'ai cité en amont lorsque nous étions en train d'attendre le petit problème technique de Sius soit réglé et puis qu'il puisse nous rejoindre. J'ai parlé des différentes filières. Alors lorsqu'on parle justement de recyclage et de valorisation des déchets,
on touche à presque tous les secteurs. Ça veut dire que dans le secteur du bâtiment, il y a énormément de possibilités de développer des solutions. Et là, clairement, ça serait intéressant, peut-être un appel, c'est une parenthèse, une petite parenthèse que je vais ouvrir. Le ministère en charge justement de l'urbanisme et puis du développement des villes pourrait allouer un budget pour justement accompagner des projets qui vont servir et contribuer justement à développer de nouvelles solutions, à soutenir des petites entreprises, des entreprises existantes ou start-up à justement pouvoir se positionner. Et de même pour d'autres secteurs. On peut imaginer que chaque département ministériel puisse allouer un montant, et puis si on arrive à avoir à chaque fois un montant à hauteur de 4, 5, 6 millions de dirhams au niveau de chaque département, ça ne pourrait être qu'intéressant. Donc c'est cette partie collecte de fonds auprès de l'État et des institutions financières nationales et bien évidemment au niveau international, que cela concerne la coopération internationale. Différents pays sont souvent aussi intéressés d'accompagner une dynamique au niveau de notre pays puisque on crée de la richesse. On crée de la richesse clairement et c'est ce qui permet aussi et c'est ce qui contribue et contribuerait à créer de l'emploi. Je pense que c'est moi personnellement qui connais un peu déjà l'expérience de venir et de dire je prends une filière, je vais valoriser ce qui était considéré comme un déchet. Youssef Chakor a créé de l'emploi. Donc là, clairement, il y a un potentiel aussi de création d'emplois. L'autre action importante, c'est de procéder à un recensement donc des filières de recyclage et de valorisation à haut potentiel et aussi à haut potentiel en matière de R&D. Donc je pense que là, il y a eu déjà plusieurs actions qui ont été menées pour justement l'identification des filières, mais là l'idée c'est d'aller et de voir quelles filières auraient besoin d'être encore plus accompagnées par la recherche et développement et donc créer une véritable synergie. Dernier point, last but not least, en ce qui concerne justement les responsabilités de cet organisme qui serait ou créé ou mandaté, c'est d'accompagner, de financer des doctorants, de pouvoir justement créer cette dynamique et capitaliser sur l'énergie de nos jeunes. Et là, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Je n'ai plus le slide en face, mais c'est pas grave. Le deuxième pôle important, c'était la mise en place d'un cadre fiscal dédié à la R&D. Donc là, on est vraiment sur des instruments qui vont permettre aux entreprises, au monde socio-économique de tirer et puis de s'engager encore beaucoup plus. Alors, nous avons identifié avec les différents collègues et partenaires comme action à fort potentiel l'instauration d'un crédit d'impôt sur l'IS à titre de contribution de l'État au financement d'investissement pour la transition écologique, l'instauration aussi d'une provision pour la R&D dans le cadre aussi de la transition écologique, et puis comme troisième action importante autour justement de ce cadre fiscal, la création d'un fonds garanti pour soutenir les entreprises innovantes durant les 5 premières années et sécuriser le projet à travers aussi des financements bancaires ou des investissements directs. Donc là, l'idée, c'était de dire pourquoi on différencie encore entre l'accompagnement d'une université, d'un centre de recherche, par exemple IRSN, on va dire voilà, on te soutient parce que tu es en train de faire de l'innovation et tu crées de la valeur au niveau national, ben on devrait faire la même chose pour des entreprises qui seraient en train de s'engager à créer de la valeur et qui seraient aussi innovantes. Donc voilà un peu les deux pôles importants. Et puis je souhaiterais là passer aux recommandations opérationnelles. Donc je ne sais pas si Youssef, est-ce que tu souhaiterais continuer sur la partie des recommandations opérationnelles? Je t'en prie. Non, Anna, je voudrais juste remettre quelques
remettre un peu l'opportunité dans son contexte, parce que il y a un certain nombre de faits qu'on doit accepter, c'est que nous sommes en retard comparativement à ce qui se passe au Maghreb sur les énergies renouvelables. Sur l'économie circulaire, on est en retard de 15 à 20 ans. Et on est en retard peut-être de 30 ans ou 40 ans par rapport à ce qui se fait dans les bonnes pratiques. Maintenant, on a le choix entre transformer ce retard en opportunité, parce que c'est une grosse opportunité, donc de saisir l'opportunité du retard pour adopter les bonnes pratiques du moment et s'inscrire dans les mouvements à venir. Donc on avait au fait l'ambition environnementale qui était, on veut arriver à un niveau de recyclage au Maroc qui soit comparable aux pays développés, et c'était le seul driver. Et depuis à peu près 18 mois, il y a de nouveaux drivers qui se sont greffés qui ont appuyé encore plus sur l'accélérateur et qui ont mis plus de pression sur l'économie marocaine pour qu'elle adopte l'économie circulaire. Donc on a le Green Deal européen qui fait que de plus en plus de barrières à l'entrée sur le marché européen seront mises en place en fonction de la consommation carbone des produits qui rentrent sur ce marché. Pour faire simple, plus vous êtes sustainable, plus vous avez des droits d'accéder, d'être compétitif sur ce marché, de ne pas être taxé sur cette fameuse taxe carbone à l'entrée de l'Union européenne. Donc on a encore une fois cet ingrédient à ramener une opportunité et un risque. Donc un risque sur l'industrie classique marocaine. Aujourd'hui, je suis un industriel du textile, je suis un industriel de l'automobile, j'exporte 70% de mon chiffre d'affaires vers l'Europe. Si je ne me mets pas à niveau, je cours un risque de me faire imposer. Donc là, on a un risque et on a une opportunité que sont toutes les importations de l'Union européenne qui étaient basées sur des pays pollueurs ou là avec une empreinte carbone importante, risquent de perdre leur position en Europe, et c'est une opportunité pour l'économie marocaine. Donc on a eu énormément d'ingrédients, d'intrants qui font que l'opportunité de l'économie circulaire devient une opportunité critique et importante. Donc on a les conditions favorables. Après, les points que tu as cités, Badr, c'est la gouvernance. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance de cette opportunité, parce que il faut la doter d'une ambition forte, parce que l'ambition de départ n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc il faut lui donner une ambition forte. Et il faut faire des choix. Donc ce que tu es en train de dire, faire des choix stratégiques sur des filières dans lesquelles on veut être très fort, et harmoniser le mouvement entre le financement, entre l'université, entre la recherche, entre l'industrie, et pour mettre en œuvre tout ça de manière efficiente. C'est une opportunité, une fenêtre d'opportunité que nous avons qui va durer quelques années, et pour laquelle nous avons l'occasion de devenir un opérateur important en tant que pays si nous adoptons la bonne stratégie et la bonne démarche. Et donc ce que nous proposons, c'est juste des premiers pas. Des premiers pas, d'abord une gouvernance, ensuite on dit il faut que l'argent qui existe déjà, qu'on le rassemble quelque part et qu'on l'identifie, il faut qu'on favorise la recherche et développement, il faut qu'on favorise l'innovation, mais il faut surtout donner accès au marché, et parce que c'est le marché qui drive et qui donne la pérennité, et c'est ce qui vient dans la deuxième partie des recommandations. Donc, c'est ce qui vient dans la deuxième partie des recommandations. Et là, si tu veux, continuer sur la deuxième partie, ça parle de la commande publique comme un levier de croissance de la R&D. Donc, parce que la commande publique reste quand même le plus grand donneur d'ordre au Maroc. Oui. Ça parle Absolument. Absolument. C'est Youssef, effectivement, je trouve que c'est pertinent, bien sûr, de parler des nouvelles initiatives, quand on voit les initiatives des pays voisins, par exemple de l'Union européenne, et puis le European New Green. Les carburants de troisième génération auront une obligation d'utilisation de 4% à l'horizon 2025. Absolument. Opportunité. Tous les chercheurs aujourd'hui travaillent sur des filières qui savent qu'il y a un marché. Donc quand on drive la demande, on drive aussi la recherche et le développement sur des sujets
dont on sait qu'il y aura un marché. Aujourd'hui, on a eu des cas, moi qui étais dans cet écosystème depuis les 10 dernières années ou les 15 dernières années, il y a eu beaucoup de doctorants qui sont sortis du laboratoire et qui ont essayé de mettre en œuvre le projet, mais l'absence de marché structuré ou là de marché presque garanti, parce que quand l'Europe dit 4% de mes biocarburants seront issus de déchets. Ça fait qu'il y a une demande et c'est une obligation pour les distributeurs pétroliers. Donc, c'est une obligation pour l'aval de sourcer ces matières et ça permet de construire des filières et ça permet d'orienter aussi la recherche. Et on devrait, par exemple, le plastique, je dis n'importe quoi. Si on avait une obligation d'utilisation de plastique recyclé à un certain taux ou l'obligation d'utiliser l'énergie à un tel taux, ça driverait tout l'effort de l'industrie et de la recherche et développement. Donc, pardon, vas-y, donc si tu veux continuer sur la deuxième partie des recommandations. Je voulais juste me permettre de souligner aussi que au-delà de la commande publique pour sécuriser toute la partie investissement, impact économique et création de valeur, il y a aussi l'exemplarité de l'État. Les objectifs de développement durable tels qu'impulsés par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le cadre de la Charte nationale pour le développement durable ont aussi pour rôle de porter le gouvernement, ses différentes institutions comme premier exemple d'exécution de toutes ces thématiques-là et de toutes ces grandes lignes. L'exemplarité de l'État, c'est un point important. Je vais prendre l'exemple du carton ou du papier, par exemple. L'État n'a pas besoin d'utiliser du papier non recyclé. Elle devrait utiliser exclusivement du papier recyclé produit au Maroc. On devrait mettre une règle, une barrière non douanière, une barrière technique qui fait que cette industrie va émerger de manière forte. Et on verrait et après on aura des chercheurs qui vont dire tiens, mais si j'utilise tel déchet agricole pour produire du papier, est-ce que ça peut marcher? Ah, ça peut marcher. Et là, parce qu'on a une commande publique qui est de 100 millions de dirhams ou de 50 millions de dirhams qui fait que ça drive tout le reste. Mais effectivement, l'exemplarité de l'État, elle est importante et de ses institutions dans la mise en place du tri sélectif, l'efficacité énergétique, tous les sujets de sustainability. L'État doit, et je crois qu'il y a une démarche dans ce sens, mais qui gagnerait à être harmonisé parce que le temps de l'État et le temps de la start-up et le temps de l'entreprise ne sont pas les mêmes. Les cadences, malheureusement, ne sont pas les mêmes. Une entreprise peut mourir en 6 mois, ou en 12 mois, ou en 24 mois. Une décision dans une grosse institution peut prendre 24 mois pour trouver Donc, il faut qu'on trouve le moyen de s'harmoniser ensemble pour aller plus vite. Oui, alors c'est Youssef, effectivement, moi j'aimerais commenter 2 points qui ont été exprimés, peut-être avant de passer aux recommandations opérationnelles, notamment l'exemple justement du European New Green Deal. Il faut savoir que là, on va avoir des taxes sur l'empreinte carbone. Et si on prend l'exemple justement de l'industrie automobile, il y a différentes stratégies. Donc il y a effectivement des industriels qui préfèrent intégrer des sources et des procédés énergétiques qui vont leur permettre d'avoir une empreinte carbone plus faible, donc l'utilisation d'énergies renouvelables et autres pour produire de l'électricité ou une énergie thermique, etc. Mais il y a également aussi plusieurs constructeurs qui encouragent l'utilisation de matières premières naturelles et qui encouragent aussi l'utilisation de matières secondaires au niveau de leur siège, au niveau de plusieurs composants, pour justement baisser aussi cette empreinte carbone. Donc là, clairement, moi je te rejoins quand tu parles aussi de ce retard en ce qui concerne justement les bonnes pratiques. On parle beaucoup justement des énergies renouvelables, de la possibilité d'avoir la compétitivité énergétique à travers les énergies renouvelables, c'est bien, mais il faut clairement aussi valoriser ces matières secondaires. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Sur la partie barrière, je sais que ça ne plaît pas toujours lorsqu'on parle de barrière à l'import. Je trouve que la formulation, parce que ça a été dit dans ce sens, l'encouragement à travers des normes et des standards écologiques, c'est une véritable opportunité. C'est Youssef, moi là je te vois, je t'entends. Tu m'entends? Là, je te retrouve.
Très bien. Donc je disais voilà, le deuxième point, c'était commentaire. Il était relatif justement au sujet des barrières. Et c'est ça que j'ai dit, voilà, il vaut mieux aller vers des encouragements à travers une normalisation et des standards écologiques qui vont nous permettre aussi justement d'avoir un avantage et puis d'encourager justement l'utilisation de ces matières secondaires. Alors, les recommandations opérationnelles, je pense, c'est comme tu veux, si tu étais dessus, est-ce que tu souhaites continuer sur l'élan? Je t'en prie. Marhaba. Donc, je reprends ce qui a été cité il y a un instant par Youssef Chakor et puis par Madame Shirin Ziani. La commande publique, il faut que là, clairement, qu'on puisse sensibiliser et puis encourager à ce que la commande publique devienne le moteur du développement de cette recherche autour du sujet, bien sûr, maintenant, de la valorisation des déchets. Alors, je vous cite un petit exemple. Dans le cadre d'un benchmark que nous avions effectué sur les centres de recherche, on nous disait très, très souvent, écoutez, au Maroc, un centre de recherche, une université, elle reçoit tant et tant, 45%, 50% de financement de l'État. Et puis regardez, en Europe, et puis au niveau de plusieurs pays développés, ils ne reçoivent que 30 ou 35%. Maintenant, je dois vous dire que lorsqu'on est rentré dans le détail, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent entre 30 à 40% de subventions directes de l'État, et puis ensuite, il y avait 35 à 40% de commandes publiques qui venaient. Donc, même les centres de recherche arrivent justement à avoir une pérennité et pérenniser leurs activités avec un appui important de la commande publique. Donc, c'est quelque chose qu'on doit fortement aussi encourager. La préférence nationale, je vais sauter de l'autre côté, viendrait aussi encourager, et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'exemplarité de l'État, là j'intègre des fois aussi une sorte de préférence nationale. Ensuite, la mise en place de politiques d'emploi incitatives pour les doctorants et les chercheurs académiques, ça a été cité tout à l'heure aussi par Youssef, c'est que là, clairement, le fait de créer ces opportunités, le fait d'encourager ces petites et moyennes entreprises, le fait de créer des startups, ça va clairement aussi encourager les doctorants à aller vers l'entrepreneuriat, mais ça va leur créer aussi des forces d'emploi. Excusez-moi, je vais citer un autre exemple. J'avais été aussi une fois très très positivement surpris et agréablement, et j'étais vraiment comblé dans le cadre d'un projet de recherche où nous avions 2 doctorants, nous avions cofinancé un projet de recherche qui impliquait une université et un centre et une entreprise, et avant que le projet ne soit clôturé et finalisé, l'entreprise a recruté les 2 doctorants qui étaient devenus des experts et qui ont intégré une forte valeur ajoutée au niveau de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important d'aller vers cette politique incitative. Ensuite, le statut spécial aux entreprises innovantes dans l'économie circulaire. Je dois dire que vous allez m'excuser, je vais prêcher aussi pour ma paroisse, pas seulement à l'économie circulaire, mais je dirais pour plusieurs secteurs, ça serait important. Pour toute entreprise innovante, je pense qu'il faut un statut spécial. Au moment où on a des activités, on a besoin de financement pour encourager de la recherche, pour encourager de l'innovation, qui vont aboutir à la création d'emplois et qui vont aboutir à la création de valeur ajoutée, je serais vraiment aussi pour un statut spécial, de la même manière qu'il est accordé à une université ou un centre de recherche. Ces modèles existent aussi à l'étranger. Alors, intégrer l'innovation, je passe maintenant, je saute au 5e point, intégrer l'innovation en matière de valorisation des déchets dans des cahiers de charges. Clairement, c'est quelque chose qui permettrait d'encourager tous les points que j'ai cités avant. C'est-à-dire que on l'intègre au niveau de la commande publique, on doit intégrer l'innovation en matière de valorisation des déchets dans ces cahiers de charges, dans ces appels d'offres. Ça va permettre de créer de l'emploi pour
pour les doctorants. Ça va permettre de créer une véritable dynamique pour ces petites et moyennes entreprises et puis aussi pour la création de start-up. Dernier point, la mise en place de procédures détaillées de certification et de promotion des projets de R&D. Ça rejoint vraiment cette normalisation et ça sera clairement complémentaire au statut spécial aussi des entreprises innovantes. Donc, je pense que là, on aurait tout à gagner. Donc, voilà 6 recommandations opérationnelles qui ont été proposées. Et bien évidemment, j'invite encore une fois Si Youssef à compléter avec cette perspective de l'entrepreneur. Et puis, je souhaiterais te demander ton avis, Si Youssef, sur, bien sûr, ces recommandations ont été exprimées et élaborées grâce à ton soutien et grâce à l'accompagnement, la participation des différentes parties prenantes qui étaient impliquées. Mais je souhaiterais aussi avoir là un peu ton avis sur également aussi la priorisation de ces actions opérationnelles. Je t'en prie, Si Youssef. D'accord. Je voudrais juste clarifier d'abord un point, que la chaîne de l'économie circulaire démarre par là. Donc c'est une chaîne qui démarre par l'éco-conception, par l'ingénierie du produit, par le design du produit. Donc aujourd'hui, les puritains de l'économie circulaire nous reprocherait d'être très axé sur la fin de vie du produit que sur la conception du produit. Donc, j'aimerais pour dire qu'on est conscient que le sujet éco-conception, aujourd'hui, si je suis un fabricant de yaourt, je n'ai aucun intérêt, aucun bonus-malus à éco-concevoir mon emballage. Et ça, ce n'est pas normal. Si je suis un fabricant de cola, je n'ai aucun bonus-malus pour une éco-conception du produit par exemple, pour utiliser un produit qui, hier ou avant-hier, j'ai reçu un WhatsApp d'un chineur qui m'a envoyé une photo d'une nouvelle bouteille d'un produit agroalimentaire en me disant ils ont changé d'emballage et cet emballage, je n'arriverai pas à le recycler. Ce lien n'existe pas encore. On n'est pas dans cet étage de réflexion. On en est conscient, je crois, en tant que coalition, on devrait mettre plus de conditions pour que à la conception, les produits soient pensés en fonction de leur fin de vie. Et ce n'est pas suffisamment le cas dans notre. Ensuite, il y a même une question, je crois, de l'audience qui parle du tri à la source sélectif. L'innovation et la recherche et développement doivent adresser l'ensemble de la chaîne de valeur, la partie éco-conception, la partie tri à la source et génération de déchets et toute la logistique qui est mise en œuvre, repenser le modèle, repenser la gouvernance, et ensuite la partie industrielle qui, elle, est l'utilisatrice ou là, et chaque maillon de cette chaîne a des besoins spécifiques et il faut qu'on adresse, on va dire, ou là, d'ailleurs, dans le travail de réflexion qui a été fait par la COVAD avec les différentes parties prenantes, on a essayé de couvrir la chaîne de valeur dans son intégralité. Maintenant, pour répondre à ta question, Badr, sur l'urgence, moi, je crois que la plus grosse urgence, c'est l'accès à la commande. Ce sont deux sujets. C'est garantir une partie de la commande publique, une partie de trouver le moyen. Les Anglais appellent ça sandbox, ou là un bac à sable pour les innovations. Aujourd'hui, même quand on a une innovation forte, on n'a pas l'espace territorial de la tester. Parce qu'il faut passer par un appel d'offres, parce qu'il faut faire un appel à manifestation d'intérêt, parce que le mécanisme d'achat, le mécanisme de mise en œuvre ne permet pas lorsqu'on a une innovation qui peut après grandir et devenir un facteur de puissance même du pays, parce que quand on détient une innovation, on détient une clé. Aujourd'hui, ceux qui détiennent les vaccins, ils détiennent un pouvoir sur le monde.
Et si aujourd'hui, sur l'univers de l'économie circulaire, on a des solutions pour traiter le plastique, ou là, on a une solution pour faire du tri plus intelligente, ou là, ça peut nous positionner sur des marchés continentaux, sur des marchés africains, des marchés au-delà, donc qui donneraient de la force à notre économie, à notre pays. L'initiation de ce processus n'est pas là. Malheureusement, elle n'est pas là, donc il n'y a pas de mécanisme de financement spécifique à ce genre donc le Maroc, je crois que depuis le CMI, le Centre marocain de l'innovation, n'a plus jamais mis en œuvre des mécanismes de financement de l'innovation qui soient à la portée des startups et des entreprises. Et l'accès à l'espace de testing et de piloting, donc pour faire des pilotes, pour faire des tests. Donc, c'est des choses qui effectivement nous manquent. Donc, moi, je mettrais la priorité des priorités, le positionnement de la commande publique, la préférence nationale. Il faut créer un marché. C'est le marché en général qui drive. Et à chaque fois qu'on crée un marché, lui, il se charge de trouver le chemin le plus optimal pour permettre de tirer en ce qui concerne les statuts spéciaux, tout ça est négociable. On pourra trouver de la similitude avec beaucoup d'autres industries, beaucoup d'autres. Mais d'abord, il faut créer ce marché et bien sûr construire un bon bridge avec l'université, avec l'espace des doctorants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui ont des chaires doctorales sur l'économie circulaire, mais qui ne travaillent pas sur des sujets qui vont aboutir demain à des solutions. Et il faut qu'on arrive à mieux connecter ces deux univers. Je crois que ce sont les deux priorités que je vois qui peuvent commencer à donner des résultats dans un horizon de 3 ans. Oui. Alors, c'est Youssef sur le fait de connecter le monde académique et le monde socio-économique. Là, clairement, les mécanismes de financement et les financements de projets de recherche et d'innovation permettent justement de les rapprocher. Ça veut dire que je fais l'analogie avec nos appels à projets qui sont relatifs aux énergies renouvelables. Lorsqu'on lance un appel à projet et que on demande comme critère d'éligibilité d'avoir une université et une entreprise, une petite entreprise. Donc là, clairement, on les encourage à travailler ensemble. On pousse aussi le chercheur à s'engager avec l'entrepreneur ou avec le porteur de projet du monde socio-économique, à aller vers une solution qui va être valorisée et vers un transfert technologique. Donc là, clairement, j'espère, en tout cas, moi je le dis, on serait aussi ravis. C'est un moment, et je l'espère, on devra travailler dans ce sens. Il y a une allocation de budget, que cela vienne du département de l'environnement ou d'autres départements, et une allocation de budget pour accompagner la recherche et développement autour de l'économie circulaire. On serait vraiment ravis je le dis avec la casquette d'IRSN, de financer ces sujets importants auxquels on touche des fois. Au tout début, j'ai parlé de la mobilité électrique. Nous avons eu aussi une soumission de projet qui sera financée autour de cette valorisation de ces batteries de l'industrie automobile, leur deuxième vie et leur valorisation pour d'autres applications. Donc là, clairement, il y a un besoin de financement. J'ai une petite question. Je sais qu'on traite du sujet de la recherche et du développement, mais ça m'avait fortement interpellé. Je pense que les internautes qui nous suivent, les spectateurs qui nous suivent seraient aussi intéressés. Tu connais très très bien le sujet, Youssef. Est-ce que aujourd'hui, j'avais compris qu'au Maroc, nous avions très très souvent plus de 80% des déchets qui arrivent aux décharges publiques. Alors qu'en Europe, il y a des moyennes et il y a des pays où on a seulement 10 à 20% des déchets qui arrivent aux décharges. Donc, quel est là le point culminant? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette très grande différence? Ce sujet, il va nous demander une autre conférence, Badr, mais rapidement. Il y a d'abord un sujet sur la gouvernance. J'essaie de trouver une prise, je suis désolé, mon PC va se décharger. Là, je l'ai trouvé. Le premier point, le point de la gouvernance. Je suis désolé. C'est bon, c'est sauvé.
Donc, le Et premier on a sujet, remarqué que c'était live. Là, c'est live, Zama. je suis désolé, mon spécialiste des charges. Donc, le premier sujet, c'est le sujet de la gouvernance, parce que le déchet et la gouvernance du déchet est trop splittée entre la commune, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement. Donc, il faut d'abord harmoniser, avoir une structure de gouvernance plus fluide, plus simple. Ensuite, il faut avoir de l'ambition. Donc, l'ambition donc, deuxième sujet, pour aussi faire plaisir et faire honneur au travail qui est fait par le ministère de l'Intérieur, c'est le sujet du financement. Aujourd'hui, le financement de la collecte des déchets se fait sur le budget des communes qui est très petit. Une ville comme Casa paie 1 milliard de dirhams par an pour collecter et enfuir ces déchets, pas pour les valoriser. Et très souvent, ces communes n'ont pas cet argent. Donc, et là, on doit identifier de nouvelles sources de financement. Et ces nouvelles sources de financement ne peuvent venir que du privé, que des marques, que de la responsabilité élargie du producteur, éventuellement des écotaxes, qui permettraient d'avoir plus de moyens pour oser des modèles différents de tri sélectif, d'éducation. Et ensuite, il y a la partie éducation, sensibilisation, sur laquelle on ne fait aucun effort. Le ministère de l'Environnement ne fait aucun effort sur l'éducation, sur le tri sélectif, sur l'économie circulaire. Autant ils font d'excellents efforts sur l'eau, sur un certain nombre de sujets, autant sur eux. Et il faut avoir une démarche pragmatique, pas politique. Moi, je dis toujours que le déchet n'est pas politique, le déchet n'est ni de droite, ni de gauche, ni socialiste, ni... Le déchet est un déchet, c'est un sujet technique, il faut pouvoir le piloter avec une démarche technique, mesurer le niveau de génération de déchets, le niveau de recyclage, le niveau d'enfouissement, et faire ça sur un plan sur 15 ans, 20 ans, et on arrivera à des taux très très bons, mais sur une démarche vraiment d'ingénierie et de pilotage structuré. Et nous ne sommes pas, et à chaque fois que les gens me disent au Maroc c'est impossible, je leur dis prenez le cas du pain perdu, khubz al-karam. Lorsqu'on arrive à instaurer dans la culture des gens que le pain perdu n'est pas un déchet, c'était dans notre culture, c'était ça, et on le mettait quelque part où quelqu'un pouvait lui donner une deuxième vie, parce que le gars qui vient le récupérer, il va lui donner une deuxième vie. La deuxième vie, elle existe sur le plastique, elle existe. Donc, qu'on ne nous dise pas que les Marocains ne sont pas prêts. C'est une question d'adaptation de la manière de gouverner les déchets, de la manière de les structurer. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de la technologie. On a des choses qui nous permettent de peut-être le faire mieux, plus vite. Et encore une fois, c'est l'opportunité du retard pour faire mieux. Et c'est ce qu'on devrait essayer de faire, Charles. Youssef, je me permets de rebondir sur ce que tu disais un peu plus tôt par rapport au message que tu avais reçu hier d'un chiffonnier concernant un emballage plastique non recyclable selon lui. Et je rebondis du coup en reprenant la question de nos internautes. On a eu par 3 personnes différentes la même question qui est celle du rôle de la réglementation dans l'innovation. Donc pour cette question de bouteilles non recyclables dont tu parlais plus tôt, on est clairement sur un besoin de mesures coercitives pour empêcher les emballages polluants, les emballages non dégradables ou non recyclables. Mais là aussi, et là je m'adresse à vous aussi, comment est-ce que la réglementation doit venir autoriser et encourager certaines pratiques innovantes dans la valorisation du déchet, et là tout particulièrement sur le chat, on nous demande la question de l'insecte, la question de la valorisation des déchets organiques par certaines typologies d'insectes spécifiquement qui seraient interdites au Maroc, et donc aussi c'est une expertise que l'on n'exporte pas. Or, on a 2 entreprises ici qui ont cette expertise-là et qui tentent de développer cette activité. Oui, écoutez, moi sur le point de la réglementation, je souhaiterais citer l'exemple de l'Allemagne, un pays que je connais bien, où j'ai passé 18 ans de ma vie. Et puis, je vais reciter ce qu'a dit tout à l'heure Youssef Chakor. Il a parlé
du fait et de l'importance de considérer toute la chaîne de valeur depuis la conception du produit jusqu'à sa fin de vie. Et ça devient un peu un cercle vertueux. Alors, quand j'étais en Allemagne, il y avait des comités de normalisation. Et ces comités de normalisation se positionnaient sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Et ils impliquaient toutes les parties prenantes. Ça veut dire que au moment où nous allons aller vers la conception d'un produit ou d'un nouveau produit, etc., cela devra respecter les normes en vigueur que nous allons après retrouver au niveau de la réglementation. Ça veut dire que la normalisation n'est pas faite seulement à un moment pour venir compléter un tableau, venir parler d'une barrière de qualité ou autre, mais elle est effectivement là pour accompagner aussi les pouvoirs publics par rapport à la réglementation. Ça, c'est sur le sujet où il est vraiment important d'associer et de décider avec les parties prenantes. Et pour moi, ces comités de normalisation impactaient fortement et ça serait une bonne chose. Maintenant, on peut imaginer aussi qu'un organisme tel que l'organisme qui a été proposé puisse justement, à chaque fois, sur différents sujets, jouer aussi ce rôle et de pouvoir accompagner les pouvoirs publics. Ça allait effectivement aussi dans ce sens. Pas seulement par rapport à la recherche et développement, mais aussi sur les autres sujets. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, écoutez, un sujet que je ne connais pas très bien, mais par contre, je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur des farines d'insectes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être valorisées. Ma seule expérience, je suis désolé de partager ça, c'était l'année que j'ai passée à Shenzhen en Chine. Et au moment où, pendant les repas, on pouvait découvrir toutes sortes j'étais très étonné par le large scope d'aliments que nous pouvons théoriquement consommer et que nous ne consommons pas ici. Donc, je pense que là, clairement, c'est des choses qui vont évoluer, mais c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien. Je ne sais pas si Youssef lui peut commenter. C'est une forme c'est un niveau de savoir élevé de savoir ce qu'on ne sait pas. Donc, je te rejoins dans ce niveau de savoir. C'est un sujet effectivement. Bon, on sait moi, je sais qu'il y a quelques tentatives au Maroc, il y a quelques startups qui travaillent sur ce sujet, mais je ne crois pas que ce soit interdit. Donc, il faut juste se rapprocher de l'OMSA parce qu'il y a un cadre sanitaire important et spécifique. Et je crois que l'OMSA sont ouverts à la discussion sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas d'interdiction sur ce métier. Par contre, il y a un vide réglementaire, mais l'OMSA peut être un bon partenaire pour accompagner ce porteur de projet. Absolument. Surtout qu'il y a aussi plusieurs niveaux. Si on prend l'exemple de l'alimentaire, il y a aussi les aliments pour le bétail, etc. Donc il y a plusieurs niveaux. Il peut y avoir aussi plusieurs niveaux avant de passer aussi à cette utilisation pour les humains. Absolument. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a eu une super séance. Le sujet de l'innovation et de la R&D est à chaque fois très passionnant. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre vision éclairée, vos recommandations. Et puis, moi, je vais devoir vous quitter en tout cas pour basculer sur la prochaine séance. Mais très bien. Écoutez, nous allons, je pense aussi, on vous remercie aussi. C'était très intéressant. On a fait le tour, on a parlé du financement, on a parlé de plusieurs sujets. On a même touché après aux insectes. Donc, comme quoi le sujet de la valorisation des déchets, l'économie circulaire touche tous les secteurs. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous. Excellente journée. Également. Au revoir. Merci. Au revoir.